Parfait. Voilà, c'est parfait. Bon, mais bonjour, bienvenue à tous. On est déjà une petite dizaine, on devrait arriver un tout petit peu plus. Donc vous êtes présents pour comment dire en français, une table ronde, on va dire, autour des métadonnées d'ITA. Cette table ronde est organisée par l'association d'ITA Molière et je tiens à mentionner nos 4 sponsors pour l'instant, en espérant en avoir plus bientôt. Donc, la société WHP que je représente, qui fait de la localisation spécialisée autour de DITA. Componize, qui est représenté entre autres par Dipo, qui est un fabricant, un éditeur de solutions autour de DITA, en particulier de CMS. 4D Concept, qui est aussi éditeur dans le domaine des CMS et de DITA et prestataire de services de rédaction aussi, et Expleo, qui est anciennement un système, qui est un expert autour de DITA et qui fait de la rédaction de contenu DITA et de l'information architecture autour de DITA pour un certain nombre de grands comptes, de plus petits comptes. Voilà, je vous remercie officiellement ces 4 sponsors. Vous dire que DITA Molière est une association de la loi 1901, donc c'est d'où les sponsors. On a un budget pour fonctionner, et donc on gère un site web. Et je remercie Marine qui est autour de la table, qui est notre gestionnaire du site web d'ITA Molière et qui est aussi gestionnaire du site de formation en ligne learningdita.fr, qui est une traduction de learningdita.com que vous connaissez peut-être. Voilà, donc notre objectif étant de publier du contenu en français, et d'animer la communauté en français. Et donc de plus en plus, nous visons d'avoir de plus en plus de contenu disponible sur notre site en français. Donc pour l'instant, nous avons un guide de style d'ITAC assez connu, qui a été traduit en français, entre autres par l'université de Rennes. Et le site learningdita.fr. Et donc, l'objectif est d'en mettre un peu plus. Donc, si vous avez des contenus en français autour de DITA, que vous autorisez à publier, vous êtes les bienvenus pour nous le fournir et nous le mettrons en ligne pour l'association. Voilà, c'était l'introduction. Si je continue, voilà. Donc, moi, j'ai fini ma partie. Donc, les tables rondes, les métadonnées, c'est aujourd'hui 13h. Il est 13h et quelques. Donc, je laisse la main à mes collègues. Hop. Donc, j'avais proposé à Nolwenn de faire une petite introduction des métadonnées. En fait, et j'ai préparé quelques diapos pour partir la discussion, mais je vois qu'on me permet pas de partager mon écran. Il faut quelqu'un te mettre host. Donc, je ne sais pas qui est la main. Nolwenn, c'est toi qui as la main là maintenant ou c'est toujours moi? Eh bien, c'est la question. C'est la question. Le suspense, je pense que c'est toi encore. Donc, je fais comment ça pour mettre quelqu'un host? Tu vois la vignette avec France et si tu cliques France, more. Tu dois pouvoir avoir l'option host. Make host. Yes. Oui, on n'a pas la version française. Donc là, ça devrait aller, France. Tu dois pouvoir. D'accord. Je tente un partage à ce moment-là. Tiens, je peux partager seulement le PDF. C'est bien, ça dit que les gens peuvent voir mon application, mais moi, il ne me l'a pas mis. Est-ce que vous voyez mon titre métadonnées? Oui. Bon, j'ai 9 petites diapos, mais il y en a une seule qui est importante, c'est parce que j'aime bien faire mon petit renting, ma petite mise en contexte pour les métadonnées. Donc, l'idée, c'est que je vais aller assez rapidement durant les premières pour vous présenter celle qui est importante et que je pense qui va aider mieux à bâtir ou à partir la communication. La raison pourquoi j'avais contacté Nolwenn, c'est que durant la dernière table ronde, il y a des gens qui disaient il manque des métadonnées, une autre personne qui disait non, nous, on rentre les filtres conditionnels et tout. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils ne parlent pas du même type de métadonnées. Donc, clairement, c'est intéressant d'emmener un petit peu plus de notions. Voilà. Donc, mon petit agenda, c'est une question qui est souvent demandée aux vendeurs, supportez-vous les métadonnées? Ensuite, ma petite définition. Ensuite, une division des métadonnées. Ensuite, je ris un peu de la notion de stratégie de métadonnées parce que ça m'amuse. Et ensuite, je reviens à ma question du départ qui devrait être différente
pour laquelle vous devriez avoir une réponse différente après mon ranting. Je ne sais pas c'est quoi ranting en, Un en ronchonnage. français. Un Bon. ronchonnage. Ah Oui. oui, après mon ronchonnage à ce moment-là. Je suis sûre qu'au Québec, on n'utilise pas ce terme. Non, ça doit être autre chose. Quand je vendais des produits CMS, la question qui me faisait rire, c'était « Supportez-vous les métadonnées? » Parce que la réponse en XMS est toujours « oui ». Prochaine question. Et la question, elle me faisait rire parce que je me disais sûrement la personne a quelque chose en tête, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont en tête? On ne peut pas le deviner. Ma définition des métadonnées, c'est que les métadonnées sont n'importe quelle information qui qualifie le contenu. Donc, quelle est la différence entre une métadonnée et une donnée? Ce n'est que l'usage qu'on en fait. Une métadonnée sur un iPod, par exemple, si j'ai une liste de chansons, j'ai Imagine de John Lennon de son album Imagine ou Respect de Aretha Franklin de son album The Best of Aretha Franklin. En fait, l'information que j'ai là, cette liste est une métadonnée parce que le contenu principal, c'est la musique. Par contre, si j'utilise la même liste dans Rolling Stone sous le titre « Chanson du siècle », et je dis, il y a Imagine, John Lennon, dont celle qu'on retrouve sur son album Imagine, Respect de Aretha Franklin dans son album The Best of, entre autres. Et là, on commence à avoir la même information, mais en fait, ce n'est pas des métadonnées, c'est des données parce que c'est le contenu principal de l'article. Donc, des fois, une métadonnée, ça peut être, s'il joue les deux rôles, bon, ce n'est pas clair si c'est une donnée ou une métadonnée, à nous de voir comment on voudra l'utiliser dans le système et l'implémenter. Mais en fait, juste d'avoir cette petite notion nous permet de faciliter la discussion. Ensuite, dans les types de métadonnées, j'ai fait ma propre division en fonction de différentes sources. Vous pouvez le diviser différemment. Moi, je trouve que cette division-là est utile et on pourra, lors de la discussion, justement, pour ceux qui veulent le diviser différemment, en parler. Moi, j'inclus les métadonnées structurelles, donc tout ce qui sert à classifier le contenu, renforcer la constance du contenu. Ça peut supporter la recherche et la découverte du contenu, ça peut supporter la mise en page ou le formatage ou les liens et relations. Donc, le structurel en DITA, c'est souvent tout ce qui est basé sur notre DTD ou notre schéma. Et je dis que ça nous aide à la classification parce qu'entre autres, si j'ai dit j'ai une tâche versus un concept, bien, je l'ai classifié d'une certaine façon, juste en utilisant des balises XML. Je renforce la structure et la constance parce que je définis que, par exemple, une tâche a des steps qui ont une commande, une info, un step result. J'aide à la recherche parce qu'entre autres, je peux dire quand quelqu'un tape « qu'est-ce que », je vais lui fournir que des concepts. S'il tape « comment », je vais lui répondre que des tâches. Donc, au niveau de la recherche, on peut y aller avec ça. La découverte aussi dans un arbre de navigation, si je vois des titres qui commencent par un verbe actif, je vais me dire « ah bien, c'est des tâches ». Donc, il y a toujours ces informations qu'on est capable d'aller chercher. La mise en page, bon, si j'ai quelque chose qui s'appelle UI Control, je peux le mettre en bold, je peux le mettre en rouge, je peux le mettre en vert. Et les liens et relations. Par exemple, si j'ai déjà classifié mes informations comme tâches ou références, bien, dans les liens connexes, je peux dire tâche connexe. C'est juste un petit exemple. Donc, la structure me permet de créer des informations et ça sert, la structure aussi, de métadonnées. Juste le fait de dire que quelque chose est un titre, bien, je l'ai qualifié. J'ai fourni une information supplémentaire. Ce n'est plus juste un paragraphe, c'est devenu un titre. Donc, il y a une importance plus grande. Donc, peut-être aussi dans ma recherche, je vais faire sortir les trucs qui ont des mots-clés dans les titres en premier. Donc, tout le fait d'avoir cette notion au niveau de la structure est importante et intéressante. Ensuite, j'ai des métadonnées administratives. Ces métadonnées-là, elles servent surtout à la gestion du travail. Elles ne sont pas nécessairement utiles pour l'usager final. Elles sont surtout utiles pour l'équipe de travail. Donc, le statut du document, c'est brouillon ou c'est complet? Est-ce que j'ai des droits d'auteur? C'est quoi les dates de création, modification? C'est quand la dernière fois où ce contenu a été révisé? Les mesures, combien de temps ça prend normalement? Combien de temps j'ai travaillé sur ce topic? Parce que peut-être que je veux savoir comment organiser mon temps. Donc, je peux mesurer combien de temps les gens passent sur un concept, combien de temps les gens passent sur une tâche. Répartir le travail. Une fois que la tâche est prête à réviser, est-ce que ça s'en va automatiquement à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est assigné spécifiquement à quelqu'un? Donc, on peut avoir des métadonnées qui sont
pour la gestion du travail qui sont moins importantes par rapport au contenu comme tel. On peut aussi avoir des métadonnées descriptives, donc le format de fichier, la taille du fichier, la date, le nom. Même des fois, il y a des métadonnées dans la description qui peuvent donner une petite description du contenu, des synonymes, des mots-clés. La question, c'est est-ce que mon synonyme, c'est un élément de métadonnées ou est-ce que c'est un élément de contenu? Bien, ça dépend si je le fournis à l'usager final. Donc, encore une fois, on revient un peu à la définition de qu'est-ce qu'une métadonnée. Et ça peut nous permettre de classifier, donc d'offrir des balises. Par exemple, j'ai dit tâche référence, c'était fourni par la balise XML, mais je pourrais aussi avoir des classifications par rapport à produit ou par rapport à, c'est pour mon produit d'affaires, c'est pour mon produit pour l'audience consommateur. Je pourrais avoir des informations, peu importe la classification que j'ai besoin. Si j'ai un magasin, je peux classifier par couleur, je peux classifier par grandeur, je peux classifier des tops versus des bottoms, donc des pantalons ou des chandails. Donc, on peut avoir plusieurs types de classifications. Ce sont des métadonnées descriptives qui peuvent ou pas servir au résultat final pour améliorer la recherche ou pour améliorer le format de sortie. Des informations descriptives peut-être intéressantes, autant du niveau du créateur de contenu que du niveau de l'utilisateur final. Donc, une stratégie de métadonnées, ça me fait un peu rire parce que c'est comme si je disais que j'avais un seul objectif. Normalement, une stratégie, c'est pour aller vers un objectif. Mais dans le fond, mes métadonnées, elles servent à plusieurs trucs. Je n'ai pas nécessairement une stratégie de métadonnées. Je dis, j'ai un processus de travail et j'ai besoin d'un outil qui peut s'appeler des métadonnées pour supporter mon processus à une meilleure recherche à mes usagers, je veux offrir tel truc. À ce moment-là, j'ai besoin d'une métadonnée pour le supporter. Donc, ça me fait rire parce que je dis toujours, est-ce que j'ai besoin d'une stratégie de porte quand je construis une maison? Je le sais que j'en ai besoin, mais mes portes de cuisine puis mes portes de salle de bain, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas une stratégie, c'est que j'ai besoin de plusieurs types de métadonnées pour supporter plusieurs types de besoins. Donc, c'est un peu, je me moque un peu, hein? C'est pas méchant. Et voilà, le triangle où je vais passer, qui est le plus important et que je pense qu'il va alimenter, c'est la dernière slide, à part la dernière après qui va dire, bon, finalement, quand je demande supportez-vous les métadonnées, ben oui, tous mes fichiers ont un nom de fichier, donc j'ai définitivement au moins un truc descriptif. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, quand je travaille avec les gens, je travaille avec le triangle qui est au centre et le triangle est lié de bas en haut. Donc, je dis, bien, la première chose que j'ai, c'est des objectifs d'affaires, idéalement mesurables. Donc, je veux avoir plus de clics, je veux avoir plus de visites, je veux avoir moins d'appels au support, je veux réduire mes coûts de traduction, je veux créer du contenu plus rapidement, peu importe l'objectif. En principe, si je veux savoir si mon contenu est créé plus rapidement, bien, je dois mesurer le avant et le après. Donc, à peu près n'importe quoi qui se mesure. À la limite, avoir une meilleure constance, ce n'est pas nécessairement mesurable en dollars ou en temps, mais ça peut être avoir une meilleure constance. Mais quand je compare mon contenu, il est plus constant avant ou après. Donc, tout ça. On commence toujours un projet en disant c'est quoi nos objectifs, pourquoi on fait le projet. Ensuite, je dis, bon, on fait les résultats explicites par média. Ça peut être une maquette. Je veux améliorer ma navigation. OK, bien, elle va avoir l'air de quoi ta navigation après? Donc, je fais des maquettes, je dis, je veux que la navigation soit comme ça. Je me rends compte que les usagers n'utilisent pas bien ceci, donc on va changer. Quand on sait vers quoi exactement, spécifiquement, on veut aller, que ce soit au niveau PDF, HTML, chatbot, donc je dis, je veux l'envoyer dans un chatbot, ça me prend des trucs, une étape à la fois. Ah ben, tiens. Donc, on commence à ce niveau-là. Ensuite, on modélise le contenu en fonction des résultats désirés. Et quand on modélise le contenu, on peut penser à avoir aussi des métadonnées qui vont nous emmener vers le résultat désiré si on doit avoir des métadonnées, par exemple, pour catégoriser. Ensuite, on fait conversion et implémentation et je ris un peu de moi-même parce que j'ai rajouté stratégie, mais ce n'est pas très stratégique en fait. Et à la fin, mon modèle opérationnel. Et selon le niveau de travail dans la pyramide, je vais utiliser différents types de métadonnées et je les ai mis à droite. Donc, pour les objectifs d'affaires, c'est des métadonnées de performance, donc de type administrative. C'est possible que je les ai dans mon système et c'est possible que non. Ça peut appartenir à d'autres équipes. Si je veux réduire le nombre
d'appel au soutien technique, ben, ce n'est pas dans mon système que je vais les inclure. Ça peut faire partie plus généralement de contenu qui appartient à d'autres entreprises, d'autres départements. Les métadonnées de recherche et navigation, ce sont les structurelles et les descriptives. Les structurelles, comme quand je donnais l'exemple, comment puis-je faire quelque chose et je retourne des tâches, ou descriptives parce que je les ai mis dans les métadonnées en haut en disant, bien ça, c'est des pantalons bleus, des pantalons rouges, des pantalons verts, des chandails bleus, des chandails rouges, des chandails verts, donc des chandails de sport, des chandails de travail, peu importe la catégorisation que j'ai mis. Et on voit à gauche, j'ai dit à quel endroit résident ces métadonnées. Donc, celles de performance, on ne le sait pas, ça dépend, ça peut être dans un département, ça peut être dans un système. Celles de sortie, bien, elles sont dans la sortie. Donc, si je dois être capable de naviguer, il faut au moins qu'elles partent d'en haut et qu'elles se rendent au niveau de sortie. Les trucs pour le fermotage et la réutilisation, bien, c'est dans le XML. Donc, c'est tout mon système structurel de tagging. Bon, la conversion, on n'a pas nécessairement des métadonnées liées à ça. Vous pourriez en avoir si vous voulez savoir, par exemple, la réutilisation par rapport à avant, mais en général, il n'y a pas trop de métadonnées. Et le modèle opérationnel va avoir, pour la gestion des opérations, des informations administratives, donc tout le travail qui m'est assigné à moi, par exemple, tout le travail qui est encore brouillon versus complet. Et ensuite, les métadonnées pour la recherche des créateurs de contenu. C'est possible qu'eux, ils utilisent aussi, je cherche une tâche qui fait ça. Ah, elle existe déjà, je ne vais pas la recréer. Ah, je cherche une tâche qui m'est assignée, que j'ai créée depuis 1 mois parce que je me rappelle que j'y ai touché, mais je ne la trouve pas. Donc, tous les types d'informations que je peux avoir en tant que créateur de contenu, bien, ils sont dans le modèle opérationnel. Et voilà, c'est tout ce que je voulais mettre sur la table pour commencer la discussion. Et maintenant, je vous invite à compléter le modèle, à dire si vous avez des modèles différents, à poser des questions, à spécifier différents nouveaux types de métadonnées que je n'aurais pas parlé, etc., etc., etc. Ouf! C'était super clair, tu vois. On n'a pas de questions. On est tous… Mais je suis allée rapidement aussi parce que je sais que bon, le début, c'était la base. Quand même, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Et je voulais emmener le petit modèle de triangle. Ouais, non, ça c'est super cool. C'est vrai que quand les gens nous parlent… Alors, il y a 2 mots pièges dans cette histoire de est-ce que vous supportez quelque chose? Il y a est-ce que vous supportez les métadonnées? Et puis, est-ce que vous supportez les variables? Et c'est pareil, de quoi on parle en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi il y a des variables, à quoi ça ressemble, on les trouve où, enfin, et je pense que les variables et les variantes, c'était un peu là, effectivement, elles sont représentées par des métadonnées, souvent, ouais. Pas toujours, mais enfin, il y a toujours un moyen de les trouver de cette manière-là. Mais je crois qu'il y a une partie de ce qu'on voulait éclairer aujourd'hui, c'était justement comment est-ce que la conditionnalité, l'applicabilité de la publication conditionnelle ou de l'utilisation des variables ou de variantes, finalement, est-ce qu'on parle bien de la même chose avec les métadonnées? Alors, je vais tout de suite dans le vif du sujet. Oui, bien en fait, ça dépend comment on le voit, mais si on dit j'ai ajouté un attribut sur mon contenu pour dire qu'il appartient à une plateforme spécifique, bien, c'est une métadonnée. Ce n'est pas nécessairement une métadonnée qui sert à l'usager final, mais c'est une métadonnée pour le traitement du contenu parce que ça qualifie mon contenu. Je pense que la majorité des gens, quand ils parlent en standard, quand ils disent les métadonnées, ils pensent essentiellement au modèle de contenu. Dans la majorité des cas, c'est ce que les gens amènent, il me semble. Ou alors on va parler à la partie peut-être la partie métadonnée. Le truc de Nolwenn est arrivé juste sur ton slide, donc j'arrive pas à lire ce qu'il y a. Le métadonnées. Je peux peut-être le faire plus grand. Parce non, voilà, les métadonnées pour la recherche et la navigation, mais c'est souvent les questions qui se posent, c'est comment enrichir mon compte. Premièrement, comment j'enrichis mon contenu, et puis en fait, c'est ce que tu disais.
pour discuter avec pas mal de gens, c'est souvent mettre la charrue avant les bœufs. Ils commencent à discuter un petit peu avant de savoir ce qu'ils veulent faire. Ils vont dire quel est le meilleur CMS avant de savoir ce qu'ils veulent faire du CMS. Et là, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que je dois mettre comme métadonnées sans savoir effectivement, sans se poser vraiment la question de savoir ce que je vais en faire. Et c'est presque être prêt pour le futur, si tu veux. Parce que souvent, ils se disent, je crée mon contenu, mais demain, comment il sera utilisé, mon contenu? J'en sais rien. Donc, qu'est-ce que je dois mettre comme métadonnées sans trop savoir à l'avance quelle va être l'utilisation qui va être faite du contenu. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait la fois dernière, c'est-à-dire qu'on a conçu du contenu pour du PDF, donc effectivement pour générer du PDF, donc c'était essentiellement des contenus, des métadonnées pour faire des différentes publications, de caractériser du contenu, faire des publications. On ne se posait pas trop le problème de recherche. Quand on commence à être dans d'autres, on dit on va faire des métadonnées de recherche. On sait que demain il y a des chatbots, donc qu'est-ce que je dois faire d'ores et déjà pour que demain, quand ma direction va venir en disant je veux des chatbots, qu'est-ce que je vais, est-ce que mon contenu sera prêt? Et ça rejoint un petit peu le point après, la conversion ou l'enrichissement, parce que beaucoup de gens se posent des questions en disant j'ai créé du contenu il y a 7 ou 8 ans, maintenant je dois faire quelque chose, j'ai un gros paquet de contenu, comment je peux enrichir mon contenu pour répondre à mes objectifs? Je crois que c'est souvent les questions qui se posent autour de ça. C'est pour ça que j'aime bien avoir la deuxième étape qui dit résultat explicite par média. Parce que dans le fond, quand je travaille avec les gens, je n'essaie pas de les emmener trop vers le futur parce que le futur, ça nous échappe. Hein? Oui. Quand on commence, le chatbot, on ne le voit pas venir. Et puis là, tout d'un coup, j'ai un chatbot. Mais avec le contenu que j'ai, quel résultat je voudrais avoir, ou sans même penser au contenu que j'ai, quel résultat je voudrais avoir? Bien, comment j'adapte mon contenu pour arriver vers ce résultat? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nécessairement penser d'essayer d'enrichir pour des besoins qu'on n'a pas. Mais qu'on n'a pas encore, mais qu'on voilà, qu'on soupçonne. Et puis après derrière, il y a le vendre aussi auprès de sa direction. On a vendu Dita en disant Dita c'est bien, je vais pouvoir tout faire. Et puis dès que la première chose arrive, je voudrais faire ça. Ah ben non, ça j'ai pas les métadonnées qui vont bien parce que je les ai pas prévues. Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu ça qui se pose souvent. Quel type de métadonnées on doit avoir? On a, par exemple, il y avait beaucoup de métadonnées qui étaient les index terms, les entrées d'index, qui étaient très utilisées autrefois parce qu'on générait des books, on générait du print, qui maintenant, finalement, quand on fait que du online, c'est souvent pas utilisé. Ça peut être utilisé comme synonyme dans les métadonnées à l'arrière quand quelqu'un fait une recherche, mais c'est vrai que souvent, mes synonymes, je ne les inclus pas nécessairement comme des index terms parce que sinon, je dois les inclure dans chaque topic. Donc, souvent, j'ai développé une technique où je mets les synonymes séparément et je les fais au moment du XSLT, je les inclus. Pour la partie indexation, c'est discutable parce qu'effectivement, l'indexation, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'exposition de ce qui est dans le périmètre du document ou dans le corpus, quel qu'il soit. Mais il y a aussi l'accessibilité de l'information, c'est-à-dire différents niveaux de langue. Le nom latin, le nom courant, par exemple, d'un élément ou d'une plante. On peut avoir aussi des regroupements en disant voir aussi telle ou telle chose. Donc, il y a de l'information. En fait, sur l'indexation, il peut y avoir vraiment tout un paquet d'informations ultra utiles, ultra enrichies, je dirais, justement. Alors, sans aller jusqu'à l'ontologie ou de la taxonomie, on a quand même... si vous avez des index aujourd'hui, moi, ma recommandation, ce serait plutôt de conserver de l'indexation, même si on va vers le web, parce que la plupart des outils de présentation des contenus HTML ont eu aussi la possibilité de traiter les index, donc des termes d'index, donc à partir du moment où ils sont là, ce serait dommage de les mettre à la poubelle. Et puis aussi parce que même s'il y a un enrichissement automatique avec de l'IA, de l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi, en fait, vous avez déjà une haute valeur ajoutée sur vos termes, les liens entre les concepts, etc., qu'il est, à mon avis, utile de conserver.
Alors, quand il y a différents points de vue, c'est vrai qu'on peut se dire finalement, je ne suis pas dans un PDF, je fais de la recherche, ben, c'est facile de chercher plusieurs mots, sauf que c'est pas tout à fait la même, on recouvre pas tout à fait la même utilisation et la même. Moi, je trouve que l'indexation vraiment ajoute de l'accessibilité au contenu, quoi. Alors, c'est discutable, mais je pense que c'est que Nolwenn, justement, ça emmène le fait de dire résultat explicite par média pour chacun des clients. Donc, dans mon entreprise, comment mon usager consomme mon contenu? J'en ai besoin ou j'en ai pas besoin des index terms? Parce que dans le fond, on va dans le cas par cas et en fait, quand on commence à utiliser quelque chose qui est utile, bon, ça va, mais quand on commence à utiliser quelque chose qui, pour un certain nombre de médias ou de publications n'est pas utile, c'est qu'on se trouve à se créer du travail. Et l'idée avec DITA, c'est de diminuer le travail. Donc, il faut bien ajouter ce qui est important pour nous. Et c'est pour ça l'étape de dire résultat explicite. Et est-ce qu'on saurait dire, pardon. C'est l'amélioration de la recherche pour moi. Mais effectivement, ça se discute. Je veux dire, ça peut être. Est-ce qu'on estime que les gens ne font pas la recherche à partir du moment où ils sont déjà dans un système? Ça, il n'y a que l'analyse de l'audience qui peut faire, du public, qui peut faire ce genre de choses. Mais France, si on se met à la place d'un information architect, quelqu'un qui démarre du DITA, dans une boîte qui part d'un contenu qui n'était pas structuré, qui dit je vais mettre en place du DITA et qui se dit je veux préserver pour le futur, mais qui voilà, il n'a pas d'audience, il n'a pas encore tous ces aspects-là. Donc, d'après toi, quels sont les points clés par rapport à ce qu'on sait qui va arriver demain? Par exemple, il y a de la recherche en ligne, il y a des publications dynamiques, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on sait dire peut-être des règles générales en disant si vous prenez ça, si vous faites ça, ça et ça, il y avait de grandes chances que ça soit utile? Premièrement, c'est rare des gens qui n'ont pas d'audience parce que même si c'est un nouveau produit, une nouvelle entreprise, il y a des gens à qui ils veulent s'adresser. Oui. Donc, ils vont toujours avoir au moins un peu d'informations. Si je n'ai pas d'audience… non, mais souvent, elle n'est pas très caractérisée. En tout cas, la façon dont l'audience va consommer le contenu, si tu veux. Non, mais c'est pour ça que j'emmène les gens à au moins définir une façon de base. Le truc, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et quand on commence un projet d'IDA, on a déjà beaucoup de choses à penser qui sont différentes de ce qu'on faisait avant. Donc, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais dire, c'est quoi l'objectif numéro 1 de la transition? Et je peux lister d'autres objectifs plus tard qui sont secondaires ou avoir 2 objectifs primaires. Mais au départ, le modèle de contenu, je vais le faire en fonction seulement de mon objectif principal et en gardant en tête de ne pas bousiller mon objectif que j'aurai peut-être dans 2-3 ans, mais sans nécessairement tout faire en fonction. C'est un peu comme quand je dis, on va commencer avec tâche, concept, référence. On va spécialiser la première année que si on a un très grand besoin. Parce qu'on est en période d'apprentissage. Et une fois qu'on a fait la base, là, on dit « Ah ben oui, je remarque qu'effectivement, on se répète à cause de ça ou on manque de constance parce que nos tâches sont trop organisées de façon abstraite, comme un auteur va le faire d'une autre façon. Alors, on va commencer à rajouter des éléments spécifiques dans la structure pour éviter ce type d'erreur. Mais chaque personne a un contexte de travail différent et chaque audience est un peu différente. Donc, partir avec quelque chose standard, c'est dur. Il y a des gens qui ne vont même pas vers DITA pour faire du HTML, donc je ne vais rien faire par rapport à la recherche pour eux. Donc, moi, je pense que c'est du cas par cas et c'est toujours pour ça que je reviens. C'est quoi le résultat explicite qu'on veut? Et on peut le faire de façon agile aussi. On peut dire, je commence avec la base qui va m'emmener mon objectif principal. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'argent me revient, je peux la réutiliser pour aller vers mon objectif numéro 2. Si j'essaie de prendre des trop grosses bouchées, je m'étouffe avec. D'accord. Dans les best practices générales, dans le modèle DITA, la division par topic, je reste quand même dans cet esprit-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi je vois des gens qui migrent vers DITA ou qui partent vers DITA en disant
c'est ce qui me protège du futur. C'est-à-dire que je sais que dans le futur, je pourrais, à partir du moment où j'ai mon contenu structuré, justement tagué, disons bien caractérisé, je pourrais mieux l'utiliser. La question, c'est souvent pour le futur, les métadonnées. Au départ, oui, on mais n'a en pas même temps, c'est vrai que c'est pour le futur, mais une fois qu'on est en XML, c'est très facile à partir d'un XSLT de faire des transformations vers quelque chose de différent pour le futur. Ensuite, quand on parle des métadonnées, bien, les métadonnées pour le futur, c'est dur de les prévoir. Moi, je pense que c'est toujours dur. Je n'aurais pas pensé de faire certains types d'organisation de contenu ou de structure de contenu avant de savoir qu'un chatbot existait. Moi, j'ai été chanceuse, je les avais. Je les avais parce que je fais des diapos. Les diapos que j'ai ici, en fait, c'est du contenu DITA. Et on voit que le contenu, il est très, très divisé en petits segments, alors que normalement, mon topic ou ma tâche contiennent beaucoup plus d'informations. Donc, dans mon cas, quand le chatbot est arrivé, j'ai dit, ça ressemble beaucoup à ce que je fais déjà pour les diapos et j'ai seulement rajouté quelques petites différences. Mais c'est ça. Donc, prévoir le futur, ce n'est pas facile. Moi, je voudrais poser une question sur les taxonomies parce que c'est un sujet qu'on entend pas mal. Et c'est un peu, dans une certaine mesure, indépendant de ce qu'on utilise, si c'est DITA ou pas, par exemple. Mais on a des gens des entreprises qui commencent par des taxonomies, notamment sur leur ligne produit, et puis qui disent finalement, il faut qu'on développe une taxonomie ou qu'on la maîtrise ou qu'on souvent, ils parlent de création de taxonomie à partir de la ligne produit. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup, toi, France, ou est-ce que peut-être Moi, je ne suis pas experte en taxonomie. Si quelqu'un veut avoir quelque chose de très fort à ce niveau-là, je vais référer à quelqu'un d'autre. Par contre, souvent, ce que je vais dire, c'est pourquoi la taxonomie? Parce que je reviens toujours à mon résultat explicite. Parce que souvent, les gens, ils vont pas. La taxonomie, l'ontologie, souvent, on veut classifier les trucs d'une seule façon. Ouais. Alors que les gens vont souvent aller chercher vers quelque chose qui a plusieurs facettes. Donc, ils vont dire, moi, je veux tel produit, tel modèle. Et tout ça, ça se mélange, en fait. Je veux tel produit, tel modèle dans telle langue avec telle version d'Android. Ah, ben voilà. Mais donc, moi, ce que je dis, c'est je suis utile si quelqu'un me dit on veut améliorer nos capacités de recherche, nos facettes, les critères que les gens utilisent, comment l'information ressort. Quand ils voient une liste, ils ne se retrouvent pas. L'information, c'est pas clair. Qu'est-ce qui parle de quoi? C'est désorganisé. Donc, à ce niveau-là. Par contre, la notion de taxonomie, je vois l'utilité, mais ce n'est pas mon rôle. Donc, finalement, moi, je vais toujours vers un objectif précis du résultat final parce que je dis à quoi ça sert. Et si quelqu'un me dit à quoi ça lui sert et qu'il a vraiment besoin de quelque chose où on dit chaque truc se retrouve dans une seule case, mais je vais le référer à quelqu'un d'autre. Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, souvent, moi je me dis finalement, on peut aborder ces sujets-là aussi en disant finalement, il y a les valeurs qu'on veut avoir, donc la ligne produit, tu sais, les chandails, pas les chandails, rouge, bleu, vert. Et puis, il y a aussi la question, où sais-tu qu'on met ça dans le topic ou dans la carte? Tu vois, quelle balise je choisis pour noter ces éléments-là? Je crois que c'est aussi une partie de la réponse. Est-ce qu'on supporte les métadonnées? Oui. Comme tu dis, il faut qu'il y ait un objectif, etc. Et puis un processus pour arriver à des priorités 1 et 2, par exemple. Mais il y a un moment quand même où il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, l'architecte d'information, par exemple, décide, ça, on va mettre dans brand, ça, on va mettre dans author, ça, on va mettre dans source, ça, enfin... Tu vois, quelque part, on est obligé de jongler quand même avec les possibilités des balises, quoi. Oui, ça c'est clair. C'est très clair. On peut D'ailleurs,
Pardon, vas-y. Non, ça va. Moi, j'ai parlé beaucoup dans les métadonnées. C'est pas. Non, moi, je voulais demander aux gens peut-être un petit peu, est-ce qu'il y en avait qui avaient l'impression qu'on leur demandait de renseigner des métadonnées ou de remplir des métadonnées qui finalement, dont ils n'étaient pas sûrs qu'elles servaient à quelque chose, ou qui se posaient la question de l'utilisation, ou au contraire des gens qui s'étaient retrouvés avec des besoins d'enrichir leur contenu, alors parce qu'ils n'avaient pas les métadonnées pour obtenir les objectifs voulus. Donc, je ne sais pas si on peut faire un petit tour pour demander s'il y a des gens qui veulent participer. Bon, je peux dire, c'était plutôt pas de stratégie de métadonnées et l'usage de ces métadonnées. Du coup, il y avait une moitié stratégie par rapport au nom de produit ou il y a un ou deux choses qui ont été utilisées, mais après, par rapport à, OK, ça traite de ce sujet ou c'est tel chapitre ou c'est telle partie, disons, la stratégie de métadonnées qui n'a pas été globalisée ou donnée à tout le monde. Du coup, chaque auteur fait comme il veut, soit il en met, soit il n'en met pas. Et finalement, bon, comme je dis, ce n'était pas utilisé à l'époque, mais le jour où ça va être utilisé, il va y avoir une grosse clean-up à faire, une grosse harmonisation à faire entre toutes les topics, soit les métadonnées sont au niveau map, soit elles sont au niveau topic, parce que ce n'est pas consistant. C'était juste une chose, ça m'a parlé quand tu disais par rapport au planning de métadonnées, de savoir le pourquoi on veut mettre une métadonnée dans une truc, et c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie de contenu qu'il faut développer et qu'il faut partager avec toutes les intervenants, pas que les auteurs, mais aussi les autres intervenants, parce que en sachant ça, une SMI, pour avoir l'idée de mots-clés particuliers qui peuvent être utilisés pour faire des recherches, si c'est publié sur le site, on peut rechercher des choses comme ça, qui aussi peuvent contribuer à cette création de trouver les mots-clés à mettre avec les topics. C'était par expérience, je parlais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager dans des migrations ou au contraire qui sont arrivés dans des équipes où ils devaient mettre des métadonnées sans trop savoir, sans avoir de précision ou de futur sur le futur? Même sur le présent. Oui. Je ne sais pas. Moi, j'avais une question. C'est Céline Lered. J'avais une question par rapport, parce qu'on n'en a pas trop parlé, tout ce qui est liaison avec la donnée source. Par exemple, dire ce topic, il a été mis à jour ou il vient de tel document et de telle version. Et ce qui fait que quand le document source est mis à jour, il change de version, on peut faire la liaison avec le topic qu'il faut mettre à jour. Toutes ces métadonnées-là, c'est de la métadonnée administrative selon ton modèle, France, ou c'est quoi plutôt? C'est structurel? Je n'ai pas bien… De contrôler les versions. Oui, en fait, de tracer les documents sources, par exemple les documents de design, tous les documents qui sont sources de la rédaction, ou les analyses de mots, tout ça. Comme l'information qui vient des SMIs. Oui, pour faire la liaison en fait, avec toutes les sources qui ont permis de rédiger un topic, une tâche. Ouais. Moi, je les mettrais, si elles sont importantes, je les mettrais dans le prologue, dans les métadonnées, mais je les appellerais administratives parce que c'est de l'information pour les auteurs. Oui, d'accord. OK, oui. Bon, c'est bien ce que je me disais. Alors, moi, de mon côté, je compare parce que je connais un peu DITA et un autre standard qui s'appelle ASMILD, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que la DITA est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus riche. La ASMILD, ils ne sont pas posés de questions, c'est des métadonnées pratiquement obligatoires, puisque c'est la partie statut, c'est des métadonnées plutôt administratives, d'après ce que j'ai compris.
Donc, voilà, ça enquiquine pas mal de monde qui ne veulent pas utiliser ça. Donc, bon, je trouve que sur ça, Dita est plus souple. Hein. Après, comme on a dit, ça implique de définir ses besoins, après de formaliser, de faire carrément d'aller jusqu'au niveau spec pour dire telle balise, on l'utilise pour ça, telle balise pour tel besoin, etc. Donc voilà, c'est ce process-là qui est très intéressant. C'est la rançon de Dita par rapport à S1000D, c'est-à-dire que Dita est beaucoup plus souple, mais effectivement, quand on définit un modèle Dita, il y a beaucoup plus de travail à faire pour spécifier son modèle Dita et le concevoir. Ça permet de faire beaucoup plus de choses, mais il y a un peu plus de travail pour standardiser, surtout quand on a des équipes assez importantes. Oui, tout à fait. Pour s'assurer de l'homogénéité. Et donc ça c'est. Il y a aussi après des stratégies d'enrichissement qui sont assez complexes parfois quand les gens ont utilisé. Moi j'ai 2 clients américains qui ont utilisé depuis Dita depuis plus de 10 ans et qui changent le modèle de données. Donc ils ont une stratégie d'enrichissement qui est assez lourde. Ils ont fait un choix d'enrichissement très manuel sur des très gros volumes. Donc c'est. Mais pour cette histoire de métadonnées, c'est vrai que l'avantage, comme tu dis, Céline, c'est qu'il y a vraiment, on peut mixer, on fait un mix and match et on choisit ce qu'on souhaite avoir en fonction justement de nos besoins. Donc ça, c'est cool parce qu'on n'est pas obligé d'ajouter des trucs qui nous paraissent inutiles. Et à la fois, ce qui est assez intéressant, si vous jetez un œil, je pense, Marine, que ditalearning.fr, là, on doit être arrivé à la partie learning and training, justement, qui est une spécialisation assez marrante à observer parce que justement dans les métadonnées des rubriques type introduction à la leçon ou un truc comme ça, on va avoir le temps attendu pour la leçon, qu'est-ce qu'on veut avoir déjà su pour les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire après, à quel type d'étudiants entre guillemets ou de stagiaires on s'adresse. Donc, pour avoir un exemple d'une spécialisation, quelque chose qui sera carrément au niveau de l'aspect obligatoire au niveau des rédacteurs, on a aussi cet exemple-là, en tout cas du Learning and Training qui est disponible directement, et où on peut vraiment voir toute cette liste de métadonnées qui est quasiment, qui est vraiment ultra complète. Et que des personnes, des clients, effectivement, ou des gens peuvent utiliser pour ensuite sortir des valeurs particulières en disant voilà, je veux tous les formats toutes les formations qui vont s'adresser à tel personnel ou à tel âge ou à telle fonction, etc. Et c'est assez évidemment il faut avoir un petit peu de temps pour regarder ça, mais je trouve que la learning and training est vraiment intéressant à ce niveau-là pour avoir un exemple des métadonnées quand on tire jusqu'au bout et qu'on spécialise, qu'est-ce que ça peut donner? C'est un très bon exemple, je dirais, parce que au départ, le learning and training, c'était une spécialisation. Donc, c'est des gens qui utilisaient Dita qui se sont dit finalement, je peux faire autre chose, donc je vais caractériser, en faire des métadonnées. Et puis après, ils en ont fait une spécialisation, donc typiquement des métadonnées structurelles. Et puis après, c'est devenu dans le cœur de Dita maintenant, dans Dita 1.2 en tout cas, ou 1.3. Donc, c'est devenu une métadonnée complètement structurelle, puis ça a été intégré dans le domaine. Donc effectivement, on voit souvent des gens qui font on voit beaucoup de spécialisation, de plus en plus de spécialisation. Je ne sais pas si vous confirmez ceux qui sont multi-clients comme France ou Nolwenn, mais en fait, dans la version 2.0 d'Dita, je crois qu'ils ont enlevé le learning and training ils l'ont laissé pour tomber, se concentrer sur le plus central, mais ça ne veut pas dire que la spécialisation n'existe pas, c'est juste qu'elle ne fait pas partie de la base. En fait, moi, les spécialisations, je les vois comme je disais tout à l'heure, plus rarement au début de projet, et plus on avance dans un projet, et plus on définit nos besoins, et plus on comprend nos résultats, et plus on va aller vers la spécialisation. Le danger de faire une spécialisation trop vite, c'est justement de ne pas comprendre nos besoins, surtout si on va vers un nouveau média. On dit « je vais avoir besoin de ça », et finalement, ce n'est pas ça. Une fois qu'on le passe à l'usager fait « je comprends rien, je trouve rien, c'est pas ce que j'ai besoin. » Et ils se mettent à appeler, et là, ils disent « OK, bon, on n'a pas bien répondu aux besoins. » Donc, c'est important de jouer aussi. Il faut avoir un peu de plaisir à dire « je ne cherche pas quelque chose de définitif, mais je cherche quelque chose qui améliore. » Et là, je dis « je vais essayer d'améliorer une deuxième façon. Oups,
Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de cette façon. Ah oui, ça fonctionne. J'ai un client qui est super bon dans ça. À chaque fois qu'il sort quelque chose, j'ai dit, on va le sortir jamais en début de produit parce qu'on veut voir l'impact sur les appels et on veut voir l'impact sur la navigation. Donc, toujours en plein milieu d'un produit, ils font un changement. Et pour eux, c'est facile parce qu'ils ont à peu près 14 millions de clics par jour. Oui, Donc, quand il y a une déviation, on la voit rapidement. Parce qu'ils sont mondiaux, en fait. Donc, ils vont voir tout de suite la répercussion sur presque tous les pays. Donc, ça fait beaucoup et même au niveau des appels téléphoniques, c'est facile de voir une déviation. Si on le fait au niveau d'un lancement d'un nouveau modèle, mais là, c'est plus difficile parce que c'est possible que ce soit l'appareil qui lance une série de demandes. Donc, on n'est pas capable de bien mesurer où c'est parce que le produit a été lancé durant les fêtes. Donc, durant le temps de Noël, il y a plus d'appels. Bref, c'est intéressant des fois de faire des expériences en milieu de trajet pour voir la réaction des usagers. Et là, ils disent « Ah, ça a fonctionné, on le garde. Ça n'a pas fonctionné, on le modifie. » Et de travailler à tâtons parce que dans le fond, ce n'est pas nous qui savons les choses. C'est le résultat qui compte. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de stratégie de conversion ou d'enrichissement de contenu? Quelles sont les façons quand on a effectivement un corpus qui existe déjà et qu'on veut enrichir notre contenu de métadonnées? Il y a des stratégies, on parle beaucoup de machine learning à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est des choses qui se généralisent ou pas? Je vais peut-être répondre parce qu'on a plusieurs trucs en cours là. En fait, ça dépend vraiment. Dans l'idéal, il faut suivre le conseil de France qui est qu'est-ce que vous voulez faire avec vos contenus? C'est quoi l'objectif? Les techniques d'enrichissement, en fait, la manière dont on les applique, c'est une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans et où. Donc là, c'est quelles sont les valeurs, donc comment on catégorise, est-ce qu'on a besoin de quelle catégorie, donc on touche sur l'architecture d'information, la ligne de produit, éventuellement des enrichissements linguistiques. Et puis derrière, donc ça c'est le quoi, et puis le comment, nous on le voit effectivement, alors ça peut être fait au fil de l'eau, alors quand il y a une conversion de format, donc on passe d'un format par exemple non structuré ou autre à un format type DITA, là souvent c'est appliqué par lot en fait, par batch, etc. Et puis éventuellement il y a un petit coup de peinture au final par les rédacteurs. Quand il y a déjà quelque chose, quand on est déjà en DITA, alors la question se pose un peu différemment parce que souvent en interne, on a déjà des spécialistes, on a déjà des architectes, etc. Donc, pour le coup, les personnes choisissent vraiment leur contenu en fonction de leurs médias donc, et des capacités des outils qu'ils ont en sortie en particulier. C'est assez étonnant, mais ça reste assez vrai. Donc, c'est pas nécessairement… Il y a des enrichissements sémantiques ou des métadonnées qui sont appliquées dans un CCMS directement. Mais il y a aussi donc en single source, donc on voit bien ça peut être porté ou pas ou comment au moment de la publication. Mais il y a aussi des enrichissements qui sont faits directement dans les outils de dissémination, quoi, de publication. Je ne sais pas si… Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'au niveau de la conversion, souvent on convertit l'existant. Donc, on se trouve à dire, je prends ce qui existe, j'essaie de ne rien perdre, donc je vais transformer un truc dans une métadonnée. Si c'est de l'information que je ne veux pas perdre, par exemple, je dis, j'ai un document et je sais que c'est important pour moi de savoir, c'est un document qui est lié à tel produit, donc est-ce que je vais rajouter le produit seulement dans la map ou dans les topics? Et encore une fois, la raison pour laquelle je le rajouterais, c'est en fonction de mon besoin final. Donc, je le rajoute dans les topics en tant que filtre conditionnel si j'ai besoin de le filtrer, en tant que métadonnée dans le prologue si j'ai besoin de le catégoriser, en tant que seulement item dans la map si j'ai seulement besoin de le mettre sur la page couverture en sortie et que jamais personne ne va chercher les topics indépendamment. Donc, c'est toujours
la question de garder toute l'information que j'ai et de l'appliquer au niveau où j'en ai besoin. Donc, que ce soit au niveau du topic, au niveau de la map ou au niveau du sous-élément. Et comment je décide où ça va? Bien, encore une fois, c'est toujours en fonction de la sortie. Ensuite, si je veux rajouter des trucs qui ne sont pas déjà dans mon contenu, bien, moi, je vais le faire toujours en fonction de mon résultat explicite. Donc, j'ai besoin de rajouter un nouveau type de recherche qui n'existait pas. Quelles sont les informations qui sont nécessaires? Bien, je dois catégoriser de telle façon. J'ai besoin des mots-clés qui ne sont pas nécessairement dans le contenu parce que les gens utilisent des synonymes comme mon contenu va au Québec et les gens cherchent pour email ou pour courriel, alors qu'en France, le mot courriel n'existe pas. Donc, je vais m'assurer que les synonymes sont là. Donc, je commence à travailler toujours les différences en fonction de mon usager. Moi, je suis toujours dans le présent. Le futur, il est là, mais il est là lointain. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ces métadonnées pour des besoins qu'on n'a pas nommés? Non, nous l'utilise à travers des spécialisations parce qu'on fait de la publication audio et par exemple, on a de l'audio qui est généré à partir donc on a fait une spécialisation audio pour faire pour utiliser text-to-speech et générer de l'audio, des choses de ce type-là. Mais ça rentre dans les données structurelles, dans les métadonnées structurelles. Ouais, pas vraiment non plus. Enfin, j'ai des exemples de... On va tirer des contenus pour faire un mix and match, enfin, pour faire un genre de publication, mais c'est de la métadonnée qui n'est pas DITA, c'est de la métadonnée qui serait plutôt sur les fichiers médias également, ou qui serait, ben tiens, quand j'ai un PDF, alors telle chose, mais on est plus dans de la transformation, je dirais, tu vois, que de la catégorisation, recherche, etc., entre guillemets, à plat. Ouais. Et pour un client, on a installé des métadonnées de type, sur du UI, il y avait du UI qui venait de plusieurs produits, et donc le type de produit, ça revient un petit peu à la question de Céline tout à l'heure, qui dit voilà, garder la trace d'où ça vient pour qu'on sache voilà, caractériser un peu plus la donnée dans ce point-là. Ça revient un peu à ça. Voilà, il y a des sujets comme ça, mais toujours dans le même objectif. C'est sûr que les étudiants qui travaillent dans des industries régularisées par des gouvernements ou pour des raisons de sécurité, santé, aérospatiale, vont avoir beaucoup des métadonnées de gestion de provenance, de gestion de version, de traçabilité. Il y a beaucoup plus d'administration, il y a beaucoup plus de traçabilité et d'administration dans ces domaines-là. Eux, ils vont à fond dans le métadonnées et dans le détail. Ça peut devenir lourd, mais c'est important. OK, ben je pense que peut-être on est à le timing, Nolwenn, non? On n'est pas? Ah ouais, incroyable. Ouais. Moi, j'ai bien aimé l'intervention. Je pense que c'est Dipo qui a emmené l'intervention de ne pas faire des métadonnées si on ne sait pas dans quel but. Hein. Ouais. Oui, non, mais c'est terrifiant. Et c'est drôle parce que cette limite entre la métadonnée et la donnée, elle est vraiment assez fine, et c'est un mot valise dans lequel métadonnée, comme je te disais, variable ou variante, moi, quand j'ai cette question-là, je me dis, mais de quoi il parle? Enfin, il faut nécessairement clarifier, et en général, moi, je clarifie en demandant qu'est-ce que vous voulez faire avec. C'est pour ça que le nom de métadonnées n'est pas si mauvais que ça, je trouve. Oui. Parce que ça signifie bien que c'est quelque chose qui ressemble à une donnée. Oui, c'est clair. Donc, et c'est vrai que la syntaxe, et de se dire finalement, même quand je tag un truc et que je dis, ben, ça c'est un titre, ça c'est un list item, ça c'est une image, ben, je donne de l'information sur l'information. Donc on est déjà dedans, quoi. Mais ouais, c'est... Un point peut-être supplémentaire que je voudrais emmener, c'est que les métadonnées administratives, habituellement, on n'a pas besoin de les traduire. Les métadonnées structurelles, habituellement, on n'a pas besoin de les traduire, mais les métadonnées descriptives, oui, on les traduit parce qu'elles vont servir dans des trucs
où les gens vont chercher par mots-clés ou vont avoir besoin de l'information. Donc, utile à l'utilisateur, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des métadonnées qui sont utiles à l'utilisateur. Il y a des métadonnées qui sont utiles au rédacteur, enfin à la société qui crée le contenu. Et puis, il y a une zone grise où on a l'impression, en fait, on remplit un objectif, mais c'est pas c'est transparent quelque part. C'est parce qu'on met en place des structures, des modèles de procédures, des modèles de descriptifs, etc., que du coup, l'information est plus accessible, plus scannable, plus facile d'accès. Mais de fait, enfin, la métadonnée elle-même, elle n'est pas... elle soutient le contenu, mais elle n'est pas elle-même importante, dans certains cas. Enfin, importante, lisible par l'utilisateur dans certains cas. Elle n'est pas importante. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais oui, elle ne sert pas directement à l'utilisateur. Voilà, c'est ça. Elle peut servir directement, comme par exemple, si je dis qu'est-ce que quelque chose et je retourne un concept, mais la personne n'a pas besoin de savoir que c'est un concept. Pour eux, ils n'ont pas besoin que le mot concept soit traduit. Tant qu'ils rentrent qu'est-ce que et que c'est ce que la machine retourne. Donc, la différence entre ce qui est utilisé par l'ordinateur et ce que la personne peut entrer comme information. Moi, je dois quitter. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, France. On se revoit à la prochaine. Oui. Ouais, merci Victoire. Pour d'être venu. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Allez. Merci, bonne journée. Salut Dipo. Voilà. Salut.